d'abord, le bilan de la communication de Jérôme Powell et de Janet Yellen hier soir, puisque c'était bien le duo entre le président de la Fed et la secrétaire américaine au Trésor qu'il fallait suivre, avec Patrice Gautry avec nous en visioconférence, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue Patrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être sur la Fed spécifiquement, après la communication de Jérôme Powell hier et une hausse de taux de 25 points de base qui a été délivrée, le marché n'a peut-être jamais été aussi proche d'imaginer que cette hausse de taux de 25 points de base puisse être la dernière de l'histoire de ce cycle de resserrement monétaire? Oui, bonjour. Et effectivement, Monsieur Jérôme Powell a fait appel en quelque sorte à un ralentissement de l'offre de crédit qui viendrait en complément des hausses de taux de la Fed qui ont déjà été réalisées pour enfin, je pourrais dire, enfin appuyer sur un ralentissement plus marqué de l'activité, la consommation, l'investissement des entreprises et donc, venant de cela, un ralentissement aussi au rééquilibrage du marché du travail et donc, à la fin de ce processus, eh bien, moins d'inflation et moins d'inflation dans les services. Donc en fait, c'est un peu inédit en quelque sorte qu'un banquier central fasse appel en quelque sorte à un resserrement de l'offre de crédit pour compléter son action et permettre effectivement, je dirais, de rester là où on est en termes de taux d'intérêt directeur. Alors très prosaïquement, la prochaine réunion donc, de la Fed, c'est au mois de mai. Ça laisse très peu de temps pour ce fameux ralentissement de l'offre de crédit de véritablement se mettre en place. C'est déjà en place, mais surtout d'accélérer et d'avoir des effets patents sur l'inflation ou sur l'activité domestique. Donc, on peut avoir encore 25 points de base donc au mois de mai, mais effectivement, ce sera la dernière. Alors, ce que M. Powell a écarté dans le scénario, c'est une baisse des taux d'intérêt directeurs. Et c'est là où, effectivement, il y a un petit peu un conflit avec les marchés monétaires américains qui retiennent des baisses de taux dès le troisième trimestre de cette année, ce que a écarté effectivement M. Powell. C'est plutôt, on achète du temps, on a acheté du temps avec des injections de liquidités, on achète du temps avec encore peut-être une hausse de taux, et puis on regarde effectivement comment évolue l'activité réelle. Et je dirais en fait, peut-être qu'aujourd'hui, notamment, les inquiétudes des marchés financiers se portent maintenant beaucoup plus sur la réaction et les conséquences sur l'activité réelle dans plusieurs secteurs, plutôt que le simple problème de l'inflation qui, in fine, à un moment ou à un autre, va être résolu, que ce soit par les hausses de taux, si celles-ci devaient reprendre, ou que ce soit par un ralentissement de l'offre de crédit supplémentaire et qui, effectivement, atteindrait directement consommation et investissement des entreprises. C'est la question clé à laquelle personne ne peut honnêtement répondre aujourd'hui. Quelle va être l'ampleur du resserrement monétaire généré par la crise des banques régionales, le choc de confiance supplémentaire que cette crise peut générer, la crise des dépôts également, qui devient un sujet majeur aujourd'hui aux États-Unis et qui est la source de fragilité pour ce tissu des banques régionales américaines. Jérôme Powell, d'ailleurs, à cette question répond très humblement, nous ne savons pas encore quelle va être l'ampleur de ce resserrement des conditions de crédit et de distribution, d'octroi de crédit. Mais ça veut quand même dire, Patrice, que la Fed n'est plus la seule à maîtriser le resserrement monétaire, ou en tout cas la dose de resserrement monétaire qu'elle injecte dans le système. Il y a d'autres paramètres que la Fed ne va pas maîtriser de ce point de vue-là dans les prochaines semaines et les prochains mois. Oui, alors le risque, et justement le débat est intéressant parce que c'était une question qui avait été posée préalablement à M. Powell. Alors pas cette réunion, pas cette conférence de presse-là, mais les précédentes, en disant est-ce que vous risquez en fait d'avoir un resserrement exagéré, en quelque sorte, de la politique monétaire qui pénalise l'activité. Et là, effectivement, quand on demande aux banques ou quand, effectivement, les contraintes pesant sur les banques petites et moyennes vont amener une raréfaction de l'offre de crédit, eh bien, M. Powell n'est pas, effectivement, maître de l'amplitude, en fait, de ce resserrement de crédit. Pour lui, il l'a mentionné hier, cela pourrait équivaloir à plusieurs hausses de taux, 25 plus 50 points de base, mais il reconnaît lui-même que les études économiques ou les relations économiques traditionnelles de corrélation ne sont pas nettes entre un resserrement monétaire et une détérioration de l'emploi, ni même, bien entendu, un ralentissement donc, de l'inflation cœur. Et donc, quelque part, en fait, les banques, et notamment vu l'état ou les fuites qui existent toujours dans les dépôts des petites et moyennes banques, eh bien, on peut avoir un ralentissement de l'offre de crédit qui aille peut-être au-delà de ce qu'aurait souhaité simplement la conduite de politique monétaire par une gestion simple
des taux d'intérêt directeurs. Donc au total, et c'est là effectivement le débat qu'on peut avoir ou les craintes qu'on peut avoir sur les marchés financiers, c'est est-ce que ceci amène une récession alors que M. Powell veut simplement un ralentissement en bon ordre. D'autant que dans le monde moderne de 2023 et des réseaux sociaux, Patrice, un certain nombre de modèles de stress test et de modèles de régulation semblent peut-être un peu rustiques, voire passéistes. Quand on voit la vitesse à laquelle le risque de réputation peut se développer aujourd'hui autour d'un établissement bancaire, puisque c'est le sujet, la vitesse à laquelle les épargnants et les déposants peuvent bouger justement leurs dépôts d'une banque à l'autre ou d'un compte bancaire à un compte monétaire, par exemple. C'est ce qu'on observe également avec des rémunérations sur des fonds monétaires qui sont bien plus intéressantes que sur des comptes bancaires traditionnels. Il y a une forme de révélation de ce point de vue-là. Janet Yellen, qui s'exprimait hier, alors malheureux hasard du calendrier, pendant la conférence de presse de Jérôme Powell, ce qui a ajouté un peu de bruit supplémentaire, indiquait que dans le cas de SVB, par exemple, jamais on n'avait observé dans l'histoire un rythme de fuite des dépôts aussi important et aussi rapide en quelques jours que dans le cas de SVB. JP Morgan estime qu'il y a peut-être plus d'1 trillion de dollars qui ont quitté les comptes bancaires américains ces derniers temps, dont la moitié s'est fait peut-être sur une semaine au cours des derniers jours, Patrice. Oui, alors effectivement, la technologie et la diffusion de l'information, grâce à vous en quelque sorte, va beaucoup plus vite que la réaction des banquiers centraux, même si celle-ci a été rapide, et on l'a vu dans l'affaire tant des banques américaines que du Crédit Suisse. Alors, il y a d'autres phénomènes aussi, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore limiter, je dirais, le flux de sortie des dépôts bancaires. Et puis, il y a dans le côté bilan des banques et dans le côté passif, eh bien, il y a toujours ces fameuses pertes qui sont très patentes avec les pertes réalisées sur le collatéral, en quelque sorte, des dépôts, c'est-à-dire, en fait, leur portefeuille d'obligations. Et là aussi, bien entendu, les marchés obligataires ne sont pas favorables en ce moment, et même s'il y a eu des détentes, effectivement, il y a toujours des pertes potentielles à réaliser du côté. Donc il y a un mismatch, un déséquilibre entre l'actif et le passif des bilans bancaires, et je dirais les erreurs de communication ou les maladresses de communication telles qu'elle a été réalisée hier par Mme Yellen en disant on étudie l'affaire plutôt que de dire non, il n'y en aura pas au-delà des 250. Disons simplement qu'on étudie le processus de façon à ne pas couper l'herbe sous le pied avec une communication de la Banque centrale qui était plutôt en ligne avec les attentes et qui était plutôt de nature à rassurer les marchés. Donc, plus de régulation, ça c'est évident, mais aussi il y a un phénomène qu'il faut se rappeler en 2007-2008, je dirais l'accumulation des CLO, l'accumulation en fait des mauvaises dettes ou des mauvais emprunts avait été aussi déterminée par une forte concurrence, notamment au niveau local, au niveau régional, entre ces fameuses banques. Donc ce ne sont pas simplement des banques qui ont peu de régulation, mais ce sont des banques qui ont aussi une stratégie agressive. Et là, effectivement, on a plutôt allégé la régulation à la suite du mandat de M. Trump. Là, à mon avis, il y a un retour de volet de régulation qui est nécessaire et qui est peut-être même urgent. Mais là, on voit bien qu'on est un peu dans une impasse politique. Ce qu'a dit Mme Yellen, c'est aussi, en fait, on est dans une impasse politique, puisqu'il n'y a pas véritablement d'accord entre les deux partis républicains et démocrates, et il n'y a pas de marge budgétaire. C'est-à-dire les garanties budgétaires qui peuvent être données, que ce soit à des banques ou que ce soit pour les dépôts, eh bien, sont limitées, puisque le plafond de la dette n'a pas été renouvelé, et c'est un axe de bataille entre les deux partis traditionnels. C'était le bon moment pour affirmer cette position, Patrice, parce que d'un côté, j'allais dire, ça me rassure de savoir qu'il y a quand même une limite à l'aléa moral aux États-Unis, quand bien même on est peut-être encore dans une situation d'urgence qui justifie d'agir peut-être avant d'organiser des grandes conférences sur l'aléa moral. Il y a quand même une limite que Janet Yellen a signalée hier. Dans le même temps, est-ce que c'était le moment de prendre cette position ? Alors, la communication en elle-même est venue après une séance de communication de la part de Mme Yellen, comme quoi il y avait effectivement la prise en charge ou une réflexion sur l'assurance des dépôts avec effectivement ses réactions, ou du moins ses limites, entre les banques régionales et entre les grandes banques. Donc là, je dirais, c'est maladroit peut-être effectivement de présenter qu'un aspect du problème sans présenter une solution globale. Et dans la solution globale, la régulation elle-même en fait partie. Hier, par exemple, M. Powell a refusé effectivement
effectivement de s'avancer plus avant sur les résultats ou le début de la commission d'enquête qui va avoir lieu au travers de SVB et de ses actions et des leçons à retenir de cela. Donc effectivement, il aurait mieux valu avoir une démarche qui soit globale, un petit peu comme ce qu'on en a en Europe avec ces réglementations bancaires, alors que là, il semble que la Banque centrale comme le Trésor américain ne soient pas exactement sur la même longueur d'onde, même si je ne doute pas, bien entendu, que chacun veuille la stabilisation du secteur financier, mais il y a un ratage, en quelque sorte, ou un décalage de communication, et qui est préjudiciable, puisque les marchés financiers restent avec, je dirais, cet écart entre les deux parties prenantes, sachant qu'il y a des régulateurs aussi, les FDIC, qui doivent également se prononcer sur le passé, mais aussi sur le futur. Est-ce qu'en comparaison, on est rassuré de la stratégie européenne qui, depuis plus de 10 ans, vise à empiler de nouvelles briques de réglementation, de supervision et viser également une bonne application de ces règles, c'est-à-dire la stratégie de la régulation versus la stratégie américaine de dérégulation qui oblige aujourd'hui à revenir dans quelque chose de proche d'un aléa moral peut-être un peu inquiétant. Est-ce qu'on est rassuré justement de la manière dont l'Europe peut-être à mener la stratégie de régulation jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça semble être la post-justification de Bâle III et de toutes les contraintes et de toutes les réflexions qui ont été faites autour de l'assurance des dépôts et l'assurance, effectivement, les montants minimums. Il y a eu des pays, notamment l'Allemagne, qui étaient réticents à ce type de réforme. Et là, en fait, M. Scholz lui-même a récemment, dans des déclarations diverses, appelé effectivement à poursuivre et à consolider cette réforme. Donc, le travail européen a été fait notamment pour le secteur bancaire et les assurances pour tout ce qui est régulation. Je dirais après, si on regarde les sources de risque, ce serait dans les secteurs bancaires non régulés, dans ce qu'on appelle le shadow banking. Mais là, effectivement, bien, en fait, la perte, elle se traduit tout de suite par une perte en capital. Et il n'y a pas besoin d'intervenir avec de l'argent public, alors que sur le secteur régulé, c'est et la Banque centrale et éventuellement des garanties en fait, des États qui interviennent. Et donc, c'est de l'argent public. Merci beaucoup Patrice, merci pour cet éclairage post-Fed et prise de parole de Janet Yellen hier soir. Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée, avec nous en visioconférence dans Smart Bourse.